je me présente, je m'appelle Manuela. Manuela. Et aujourd'hui, j'ai décidé pour ma toute première vidéo de vous parler d'un sujet qui me passionne. Les plantes. Les plantes. Et plus particulièrement pour aujourd'hui, des plantes aromatiques. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais commencer par l'ail. L'ail est connu pour ses gousses utilisées comme aromates. On en distingue deux groupes, les variétés d'automne et les variétés de printemps. Les cailleux des premières sont plantés à l'automne et donnent l'ail blanc ou l'ail violet. Ceux des secondes se plantent au printemps et donnent l'ail rose ou l'ail rouge. Alors je pense que tout le monde connaît à quoi ressemble l'ail. Vous en avez peut-être même dans votre jardin. L'ail se reproduit surtout par division de ses bulbes. Et c'est pour cette raison que malgré son ancienneté, il ne compte que peu de variétés. L'ail renferme très peu d'eau. Les glucides sont ses principaux composants. Il y en a 28%. Les minéraux sont surtout représentés par des substances soufrées qui lui confèrent son odeur d'ailleurs. C'est surtout lorsque l'on consomme cru qu'il est le plus aromatique. Le bulbe d'ail intact est pratiquement inodore, c'est qu'une fois coupé ou écrasé qu'il dégage tout son parfum. Dans le midi, on le frotte sur de pain grillé et qu'on trempe ensuite dans de l'huile d'olive. Alors un petit peu d'histoire. En fait, Henri IV était un gros mangeur d'ail. Il ne mettait jamais d'en croquer une gousse fraîche avant d'honorer dignement ses nombreuses conquêtes féminines. On disait de lui qu'il avait une haleine à terrasser un bœuf à 20 pas. L'ail, pourtant, à l'époque, était écarté des tables des riches. Cervantes conseillait de ne manger ni ail ni oignon, car leur odeur trahissait une origine paysanne. En croquant quelques feuilles de persil après avoir consommé de l'ail, on atténue grandement cette mauvaise haleine. Ça, c'était une petite astuce que je vous donne. Voilà pour ce qui est de l'ail. Une autre petite plante aromatique qu'on trouve un peu moins dans tous les jardins, c'est l'anis. L'anis. En fait, sous le nom d'anis se cachent de nombreuses espèces souvent confondues entre elles, comme l'aneth, le carvi, le fenouil et la badiane. L'anis, le vrai, c'est une petite plante aux tiges frêles, parcourue par une sève riche en huile essentielle, qui répand une odeur typique, chaude et douce à la fois. L'anis vert, c'est une herbacée annuelle. Ça fait à peu près entre 30 et 40 cm de haut. Vous pourrez la reconnaître par sa tige
qui ont des folioles allongées et dentées, et celles du sommet qui sont petites, fines et allongées. Les fleurs de l'anis apparaissent en été. Elles sont blanches et regroupées en ombrelles. Elles sont suivies de fruits verts grisâtres, velus et très parfumés. Et en fait, vous pourrez remarquer qu'il y a des petits poils sur les fruits et le parfum, qui est quand même assez caractéristique, permet de distinguer l'anis à d'autres apiacées et de ne pas le confondre avec elle. Mais attention les amis, de toute façon, quand vous ramassez quelque chose, sauf si c'est dans votre jardin et que c'est vous qui l'avez planté, mais quand vous ramassez quelque chose dans la nature, assurez-vous toujours que c'est comestible. Et pour ça, il est possible d'aller à la pharmacie. Alors maintenant, je vais vous donner une petite astuce. En fait, l'anis, vous pouvez la faire en tisane. C'est une tisane digestive et elle facilite la digestion et évite les ballonnements ou les spasmes de l'estomac et de l'intestin. Elle stimule aussi la production de lait maternel, lui donnant également une saveur très appréciée par les bébés. Voilà pour ce qui est de l'anis. Maintenant, je vais vous parler de la bourrache. Alors, la bourrache, elle se reconnaît par ses magnifiques fleurs bleues, mais qui virent au rose en fait lorsqu'elles sont pollinisées. Si les abeilles voient très bien le bleu, elles ne distinguent pas les couleurs proches du rouge par contre. Donc aussi les fleurs de la bourrache peuvent-elles ensuite fructifier sans problème. La bourrache, c'est une herbe annuelle aussi. Ses feuilles sont épaisses et elles sont couvertes de petits poils et elles dégagent dès qu'on les froisse une odeur qui rappelle celle du concombre. Elle fleurit en mai et ses superbes fleurs bleues attirent les abeilles. On peut les manger crues. Les fleurs ont un goût un peu particulier, très proche de celui des huîtres. Mélangées à de la salade, elles l'agrémentent de délicates touches bleutées et lui donnent une saveur agréable. On peut aussi utiliser les fleurs pour colorer en bleu le vinaigre. Les feuilles sont très riches en provitamine A et en potassium et elles servent à assaisonner les soupes. Par contre, il est préférable de les utiliser fraîches car elles perdent leur saveur à la cuisson. Dans le langage des fleurs, la bourrache est associée au courage et dans le temps, on conseillait de porter à sa boutonnière des fleurs de bourrache lorsqu'on devait défendre son point de vue devant les autorités. On disait aussi « Ayez de la bourrache fraîche avec vous lorsque vous prenez des risques lors d'une escalade dangereuse ou la traversée d'une région malfamée. » Consommer de la bourrache régulièrement donnait, disait-on, l'assurance d'avoir bon pied, bon œil. Car en plus de lutter contre le vieillissement, la plante stimule la vision. C'est bon à savoir. Alors maintenant je vais vous parler d'une autre plante, le houblon. Le houblon, c'est une liane
rafraîchissantes. Ces fleurs mâles insignifiantes attirent malgré tout les abeilles qui récoltent un important pollen, dont une partie ira dans la ruche et l'autre sur les stigmates des fleurs femelles pour les féconder. Le houblon, c'est une plante grimpante qui est dotée de tiges volubiles et de petits crochets disposés tout au long des tiges et sous les feuilles. Un seul pied peut couvrir une surface de plus de 30 mètres carrés. Le houblon pousse dans tous les sols, mais il affectionne surtout les terrains remués, les décharges ou les remblais. Il se développe facilement dans les friches. Alors, le houblon était décrit sous le nom du milone dans la liste des plantes médicinales indispensables préconisées par Charlemagne. À la campagne, on plaçait des cônes de houblon séchés sous l'oreiller des enfants pour qu'ils dorment. Ses propriétés sédatives étaient aussi utilisées pour calmer les ardeurs des maris trop entreprenants. Son huile aromatique, le lupin, bloque tout désir de sexualité. Les gros buveurs de bière en font souvent la triste expérience. Alors ça les amis, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Voilà pour le houblon. Maintenant, je passe au laurier sauce. Le laurier, c'est un arbuste à feuillage persistant. Ses feuilles se constituent. Non, pardon. Ces feuilles qui constituent l'aromate peuvent être récoltées fraîches toute l'année. C'est une espèce facile à cultiver, à condition de lui réserver une exposition ensoleillée et à l'abri du vent. Alors le laurier, c'est un arbuste qui dégage un parfum très aromatique dès qu'on les froisse. Au printemps apparaissent les feuilles jaunâtres recherchées par les abeilles, suivies à l'automne par les fruits des baies noires. Ces baies sont à l'origine du mot baccalauréat, du latin baccalauréat, qui signifie baie de laurier. En cuisine, on utilise les feuilles fraîches ou sèches. Les feuilles séchées retrouvent le parfum une fois réhydratées par contre. Son parfum est très puissant et il suffit le plus souvent d'une feuille ou deux pour aromatiser un plat. On l'utilise aussi pour agrémenter les courbouillons, les marinades, les terrines et les pâtés. Associé au thym et à d'autres aromates, il est indispensable à la constitution du fameux bouquet garni. Alors attention, car au laurier rose, sous le nom de laurier, on trouve plusieurs espèces. Certaines d'entre elles sont extrêmement toxiques, comme le laurier cerise qui appartient à la famille des pruniers aux baies dangereuses, et le laurier rose qui fait partie de la famille des pervenches et qui est une plante mortelle. Il suffit en effet de faire cuire des brochettes de viande piquées dans une tige de laurier rose pour que celle-ci empoisonne la viande et provoque des intoxications fatales. Alors attention les amis, quand vous ne connaissez pas, c'est ce que je
C'est une plante qui est vraiment très commune en France. Elle pousse facilement dans les jardins, à condition d'avoir assez d'humidité à son pied et d'être protégée du plein soleil. D'année en année, elle devient de plus en plus imposante et même parfois envahissante. Cette plante a une odeur citronnée et a été longtemps le thé du pauvre. C'est une vivace qui forme des grosses touffes entre 30 à 80 cm de haut. Elle fleurit au début de l'été. Ses petites fleurs blanches attirant les abeilles à tel point que les apiculteurs frottent les ruches vides avec un bouquet de mélisse pour attirer les essaims sauvages. Ses feuilles sont très aromatiques. Elles sont recouvertes de petits poils glanduleux, recelant une essence jaune pâle dont l'odeur et la saveur sont fortement citronnées. Les plantes des régions septentrionales sont plus odorantes et leur parfum est plus agréable que celui des mélisses poussant dans le sud. La mélisse était largement répandue et très employée dans les campagnes où son infusion remplaçait souvent le thé. C'était aussi une plante médicinale qui fut rendue célèbre par l'eau de mélisse des Carmes, créée en 1611 dans le couvent des Carmes. Sa recette est assez simple à reproduire. Il faut mélanger 120 g de mélisse, le zeste d'un citron, 30 g de muscade, 30 g de coriandre, 30 g de clous de girofle, 15 g de cannelle et faire infuser dans 2 litres d'eau de vie. Ensuite, il suffit de 30 à 40 gouttes de cette eau de mélisse versée sur du sucre pour combattre les digestions difficiles, les crampes d'estomac, les malaises et les évanouissements. Voilà les amis, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'ai volontairement mis des images de plantes plutôt que ma petite bouille, car je trouvais ça plus sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Sur cette chaîne, vous trouverez de tout. Je n'ai pas de sujet particulier en tête, mais n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir.